Pourquoi les gens intelligents restent pauvres? Introduction. Le paradoxe que personne ne t'explique. Imagine deux personnes. Elles ont grandi dans la même ville. Elles ont fréquenté des écoles similaires. Elles ont à peu près le même âge. Elles ont toutes les deux de bonnes capacités intellectuelles. Mais 10 ans plus tard, quelque chose d'étrange s'est produit. La première personne gagne énormément d'argent. La deuxième a toujours du mal à joindre les deux bouts. Pourtant, si tu lui poses une question complexe, la deuxième est probablement celle qui te donnera la meilleure réponse. Elle lit beaucoup, elle comprend rapidement, elle analyse les problèmes, elle connaît l'économie, elle parle de stratégie, elle regarde des documentaires, elle écoute des podcasts, elle peut t'expliquer pourquoi certaines entreprises réussissent et pourquoi d'autres échouent. Et pourtant, son compte bancaire ne raconte pas la même histoire que son intelligence. Pourquoi? Pourquoi certaines personnes extrêmement intelligentes restent-elles pauvres? Et surtout, pourquoi certaines personnes qui semblent beaucoup moins brillantes parviennent-elles à construire des fortunes? Cette question dérange parce qu'elle détruit une croyance que nous avons apprise très tôt. Nous avons grandi avec l'idée que les meilleurs élèves auraient les meilleures vies, que celui qui comprend le plus vite gagnera le plus, que les diplômes, les bonnes notes et l'intelligence conduisent naturellement à la richesse. Mais la vie réelle est beaucoup plus étrange. Tu peux être excellent en mathématiques et être incapable de gérer ton argent. Tu peux être brillant en littérature et ne jamais apprendre à vendre. Tu peux comprendre parfaitement les marchés et ne jamais investir. Tu peux connaître 100 stratégies entrepreneuriales et ne jamais lancer une entreprise. Tu peux être capable d'expliquer le fonctionnement de la richesse et rester financièrement fragile. C'est là que se trouve le paradoxe. L'intelligence peut aider à devenir riche, mais elle ne garantit absolument pas de le devenir. Et parfois, elle peut même devenir un obstacle. Pas parce que l'intelligence est mauvaise, mais parce qu'elle donne à certaines personnes une capacité dangereuse. La capacité de trouver une excellente raison de ne pas agir. Laisse-moi te raconter l'histoire de Thomas. Thomas avait toujours été considéré comme le cerveau de son entourage. À l'école, il comprenait rapidement. À l'université, il obtenait de très bonnes notes. Ses amis venaient le voir lorsqu'ils avaient un problème. Il pouvait expliquer les choses avec une précision impressionnante. À 27 ans, il avait lu des dizaines de livres sur l'entrepreneuriat. Il connaissait les investissements, il connaissait les principes économiques. Il connaissait même les erreurs classiques des personnes riches. Il avait une opinion sur presque tout. Et pourtant, 10 ans plus tard, Thomas travaillait toujours dans le même bureau. Son salaire avait augmenté, mais ses dépenses aussi. Il avait changé de voiture, puis d'appartement, puis de téléphone. Mais son patrimoine n'avait presque pas progressé. Un soir, il retrouva un ancien camarade. Ce camarade n'était pas particulièrement brillant à l'école. Il n'avait jamais été le meilleur élève. Il avait abandonné ses études assez tôt. Mais il avait lancé une petite entreprise, puis une deuxième. Il avait appris à vendre. Il avait fait des erreurs. Il avait perdu de l'argent. Il avait recommencé. Il avait investi progressivement. Et maintenant, il possédait plusieurs sources de revenus. Thomas lui demanda « Comment as-tu fait ?» Son ancien camarade réfléchit quelques secondes. Puis il répondit quelque chose de très simple.
J'ai commencé avant de savoir exactement comment faire. Cette phrase semble banale, mais elle contient une vérité que beaucoup de personnes intelligentes ont énormément de mal à accepter. Le monde ne récompense pas uniquement ceux qui comprennent. Il récompense ceux qui transforment ce qu'ils comprennent en réalité. Et aujourd'hui, nous allons voir pourquoi. Parce qu'il existe plusieurs pièges invisibles dans lesquels les personnes intelligentes tombent. Des pièges qui ont l'air de qualité. La prudence, l'analyse, le perfectionnisme, la connaissance, la logique, le besoin de comprendre. Toutes ces qualités peuvent être extraordinaires. Mais poussées trop loin, elles peuvent devenir des chaînes. Et la première chaîne est probablement la plus dangereuse de toutes. Elle s'appelle l'analyse. Chapitre 1. Le piège de l'analyse infinie. Une personne intelligente veut comprendre. C'est normal. Elle veut connaître les conséquences. Elle veut anticiper les risques. Elle veut comprendre le marché. Elle veut comparer les possibilités. Elle veut savoir si la décision est optimale. Et c'est précisément là que le piège commence. Parce que dans la vie réelle, l'information parfaite n'existe presque jamais. Tu peux étudier une opportunité pendant 6 mois. Tu peux lire 50 articles. Tu peux regarder 100 vidéos. Tu peux demander conseil à 10 personnes. Et malgré tout, tu ne sauras jamais avec certitude ce qui va arriver. Mais certaines personnes intelligentes ont énormément de difficultés avec cette incertitude. Elles veulent être sûres. Alors elles cherchent davantage d'informations, puis encore davantage, et encore. Elles appellent cela se préparer. Mais parfois, elles ne se préparent plus. Elles évitent simplement de décider. Regarde Léa. Léa voulait lancer une entreprise en ligne. Elle avait une excellente idée. Elle avait identifié un problème réel. Elle avait même quelques personnes prêtes à acheter. Mais avant de commencer, elle voulait comprendre parfaitement son marché. Alors, elle a étudié. Elle a analysé ses concurrents. Elle a regardé leur site. Elle a étudié leurs prix. Elle a lu des livres. Elle a suivi des formations, elle a regardé des vidéos, elle a créé des tableaux. Puis, elle a créé d'autres tableaux. Elle a même passé plusieurs semaines à choisir le nom de son entreprise. 1 an plus tard, elle n'avait toujours pas vendu son premier produit. Et le plus ironique, elle avait probablement plus de connaissances sur son marché que beaucoup de personnes qui avait déjà commencé. Mais elle n'avait pas de clients, parce qu'elle avait confondu compréhension et progression. Voilà une distinction essentielle. Comprendre une route ne signifie pas l'avoir parcourue. Connaître la théorie de la natation ne signifie pas savoir nager. Lire 100 livres sur la musculation ne construit pas tes muscles. Et connaître toutes les stratégies financières du monde ne crée pas automatiquement un patrimoine. La connaissance est une matière première, pas le produit final. Une personne intelligente peut accumuler énormément de matières premières, sans jamais construire quoi que ce soit avec. Alors pose-toi cette question. Combien de choses sais-tu aujourd'hui que tu n'as toujours pas mises en pratique? Tu connais peut-être la règle du budget, tu ne l'appliques pas. Tu connais l'intérêt composé, tu n'investis pas. Tu connais l'importance de développer une compétence, tu continues à consommer du contenu. Tu sais qu'il faudrait créer quelque chose, tu attends le bon moment. Tu sais qu'il faudrait négocier, tu acceptes. Tu sais qu'il faudrait demander davantage, tu n'oses pas.
Tu sais énormément, mais ta réalité n'a pas encore rattrapé tes connaissances. C'est l'un des premiers paradoxes de l'intelligence. Plus tu comprends la complexité d'une décision, plus tu peux trouver de raisons de ne pas la prendre. Une personne moins expérimentée peut parfois agir parce qu'elle ne voit pas toutes les complications. Elle ne sait pas ce qui pourrait mal tourner. Alors elle essaie, elle découvre, elle corrige, elle apprend. La personne intelligente, elle, peut imaginer 15 scénarios catastrophiques avant même de commencer. Et certains de ces scénarios sont parfaitement rationnels. Mais ils ont un problème. Ils n'existent pas encore. Le monde réel reste le meilleur professeur. Parce que lorsque tu passes de la théorie à l'action, tu reçois une information qu'aucun livre ne peut te donner. La réalité. Ton produit fonctionne-t-il? Les clients paient-ils? Ton idée intéresse-t-elle quelqu'un? Ton investissement correspond-il réellement à ton analyse? Ta compétence possède-t-elle une valeur sur le marché? Tu ne peux pas réfléchir à ces réponses indéfiniment. À un moment, il faut tester. L'intelligence devient puissante lorsqu'elle accepte d'être confrontée au réel. Alors retiens ceci. Ne cherche pas à avoir suffisamment d'informations pour éliminer toute incertitude. Cherche à avoir suffisamment d'informations pour prendre une décision raisonnable. Puis, laisse la réalité t'apprendre le reste. Parce que l'action produit une information que la réflexion seule ne pourra jamais produire. Et c'est précisément là que nous rencontrons le deuxième piège. Parce qu'après avoir compris qu'il faut agir, la personne intelligente veut souvent agir parfaitement. Et cela nous amène au perfectionnisme. Chapitre 2. Le perfectionnisme qui ressemble à de l'excellence. Le perfectionnisme est souvent présenté comme une qualité. Et dans certaines situations, il peut l'être. Mais dans la construction d'une vie financière solide, il peut devenir extrêmement coûteux. Pourquoi ? Parce que le perfectionniste préfère souvent ne rien publier plutôt que de publier quelque chose d'imparfait. Il préfère attendre le produit parfait, le moment parfait, la stratégie parfaite, le logo parfait, le site parfait, le diplôme parfait, le niveau parfait. Et pendant qu'il prépare, quelqu'un d'autre lance, quelqu'un d'autre apprend, quelqu'un d'autre obtient les premiers clients, quelqu'un d'autre fait les premières erreurs, quelqu'un d'autre améliore son produit. Et cette personne qui avait moins de connaissances finit parfois avec davantage de résultats. Pourquoi ? Parce qu'elle a accepté de commencer avec une version imparfaite. Prenons l'exemple de Karim. Karim voulait créer une chaîne de contenu. Il avait étudié les algorithmes, il connaissait les titres, il connaissait les miniatures, il avait analysé les meilleurs créateurs, il savait exactement ce qu'il fallait faire. Mais il voulait que sa première vidéo soit exceptionnelle. Alors il a préparé. Puis il a préparé encore. Il a changé son script, puis son montage, puis son identité visuelle, puis sa musique, puis son intro. Il voulait que tout soit parfait. Après 3 mois, il n'avait publié qu'une seule vidéo. Pendant ce temps, un autre créateur avait publié 50 vidéos. Ses premières étaient mauvaises, certaines avaient très peu de vues, mais chaque vidéo lui donnait une information. Il apprenait ce qui fonctionnait, il comprenait son audience, il améliorait ses titres, il progressait. Au bout d'1 an, il avait une compétence. Karim avait une collection de fichiers. Voilà la différence.
Le premier avait utilisé le marché comme professeur. Le deuxième avait essayé d'obtenir son diplôme avant d'entrer en classe. Et la richesse fonctionne souvent comme cela. Tu n'apprends pas seulement avant d'agir, tu apprends en agissant. C'est pourquoi une stratégie imparfaite exécutée rapidement peut être supérieure à une stratégie parfaite jamais exécutée. Cela ne signifie pas qu'il faut agir stupidement. Il faut réfléchir, calculer, évaluer. Mais il faut aussi reconnaître le moment où la réflexion supplémentaire ne crée plus suffisamment de valeur. Il arrive un moment où la prochaine information doit venir de l'expérience. Et c'est là que l'intelligence doit savoir s'arrêter. Pose-toi cette question. Est-ce que je suis encore en train d'améliorer mon projet ou est-ce que j'utilise l'amélioration comme excuse pour ne pas l'exposer au monde? La réponse peut être inconfortable, mais elle peut aussi être libératrice. Parce que tu n'as pas besoin d'être excellent pour commencer. Tu dois commencer pour devenir excellent. Un écrivain devient meilleur en écrivant. Un vendeur devient meilleur en vendant. Un entrepreneur devient meilleur en testant. Un investisseur devient meilleur en étudiant ses décisions réelles. Une personne financièrement intelligente ne naît pas avec une vision parfaite. Elle construit cette vision à travers des années d'expérience. Et cette expérience commence toujours par une première action imparfaite. Mais il existe un troisième piège, encore plus subtil. Celui-ci touche particulièrement les personnes qui aiment apprendre. Il s'appelle la consommation intelligente. Chapitre 3. Quand apprendre devient une forme de procrastination. Tu connais peut-être cette sensation. Tu regardes une vidéo sur l'argent, tu apprends quelque chose, tu te sens plus intelligent, puis tu regardes une autre vidéo, puis un podcast, puis un livre, puis une formation. Tu notes des idées, tu surlignes des phrases, tu fais des captures d'écran. Et à la fin de la journée, tu as l'impression d'avoir progressé. Mais ta situation financière est exactement la même. Pourquoi ? Parce qu'il existe une différence entre apprendre et produire. Et cette différence est particulièrement dangereuse pour les personnes intelligentes parce qu'elles aiment naturellement apprendre. L'apprentissage leur procure une récompense psychologique. Elles découvrent quelque chose, elles comprennent, elles peuvent même expliquer le concept à quelqu'un d'autre. Mais comprendre ne signifie pas transformer. Imagine deux personnes. La première regarde 50 vidéos sur la création d'entreprise. La deuxième regarde 5 vidéos. Puis elle lance quelque chose. Elle obtient 3 clients, elle échoue avec 2, elle comprend pourquoi, elle ajuste, elle obtient 5 clients, elle améliore son offre, elle apprend davantage. Après 1 an, qui possède le plus de connaissances utiles ? La réponse n'est pas forcément celle qui a consommé le plus de contenu. C'est souvent celle qui a reçu le plus de feedback du réel. Le marché enseigne différemment. Il ne te donne pas toujours une explication élégante. Il te donne un résultat. Oui, non, vendu, pas vendu, rentable, pas rentable, utile, inutile. Et parfois, cette simplicité vaut 1000 horaires de théorie. Cela ne signifie pas qu'il ne faut plus apprendre. Au contraire, il faut apprendre.
Mais il faut changer la proportion. Apprends quelque chose, applique-le, observe, corrige, puis apprends davantage. Le problème apparaît lorsque l'ordre devient apprendre, 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 apprendre et ne jamais appliquer. C'est comme acheter des outils pendant 10 ans sans jamais construire la maison. Tu peux avoir la meilleure boîte à outils du monde, tu dors toujours dehors. Alors fais un exercice. Prends les 10 dernières choses importantes que tu as apprises sur l'argent. Puis demande-toi, combien sont devenues des actions? Pas des intentions, des actions. Combien? 1, 2, 0. La réponse est extrêmement révélatrice. Parce que le but de la connaissance n'est pas de te faire sentir intelligent. Le but de la connaissance est de changer ce que tu fais. Et c'est ici que nous arrivons à un problème encore plus profond. Parce que certaines personnes intelligentes savent exactement quoi faire, mais elles refusent de faire ce qui semble trop simple. Elles veulent une stratégie sophistiquée, elles veulent une méthode secrète, elles cherchent le raccourci intellectuel. Et elles oublient une chose essentielle. La richesse aime souvent la simplicité. Chapitre 4. Le besoin de rendre les choses compliquées. Il existe une forme particulière d'intelligence qui peut devenir dangereuse. C'est le besoin de complexité. Certaines personnes pensent que si une stratégie est simple, elle ne peut pas être puissante. Elles veulent des modèles complexes, des graphiques, des systèmes, des stratégies secrètes, des techniques avancées, des investissements exotiques, des méthodes que personne ne connaît. Mais la richesse n'est pas toujours compliquée. Gagner plus que tu dépenses, éviter les dettes destructrices, développer une compétence précieuse, investir régulièrement selon une stratégie adaptée à ta situation, construire des actifs, augmenter progressivement ta valeur, protéger ton temps, éviter les dépenses qui ne créent aucune valeur, répéter cela pendant longtemps. Sur le papier, c'est presque ennuyeux. Et pourtant, beaucoup de gens cherchent quelque chose de plus spectaculaire. Pourquoi ? Parce que la complexité donne l'impression d'être intelligent. Imagine un homme qui vient de découvrir les bases de l'investissement. Il comprend qu'une stratégie diversifiée et de long terme peut être efficace. Mais il s'ennuie. Il veut quelque chose de plus excitant. Alors il commence à spéculer. Il change constamment de stratégie. Il regarde les marchés toute la journée. Il cherche la prochaine opportunité. Il veut battre tout le monde. Au début, il se sent extrêmement intelligent. Il utilise des graphiques, des indicateurs, des analyses, des prévisions. Mais plus il ajoute de complexité, plus il augmente le nombre de choses qui peuvent mal tourner. Pendant ce temps, une autre personne utilise une stratégie beaucoup plus simple. Elle investit régulièrement. Elle évite de prendre des décisions impulsives. Elle laisse le temps faire son travail. Elle ne gagne peut-être pas chaque jour. Elle ne ressent peut-être pas l'excitation du marché, mais elle construit. La simplicité possède une caractéristique magnifique. Elle est répétable. Et ce qui est répétable peut devenir puissant. Pense à une personne qui fait 1 heure de travail utile chaque jour. 1 heure. Ce n'est pas impressionnant. Personne ne va probablement faire une vidéo sur elle. Mais 1 heure par jour pendant 5 ans, cela représente des milliers d'heures. Une petite habitude peut devenir un énorme avantage lorsqu'elle est répétée suffisamment longtemps.
c'est le principe de l'accumulation. Et les personnes intelligentes peuvent parfois sous-estimer les stratégies ennuyeuses parce qu'elles sont trop simples pour satisfaire leurs besoins de stimulation intellectuelle. Mais la richesse n'est pas un concours de sophistication. C'est souvent un concours de discipline. Qui peut rester avec une bonne décision assez longtemps? Qui peut éviter de saboter une stratégie correcte parce qu'il s'ennuie? Qui peut continuer à construire lorsque rien de spectaculaire ne se passe? Voilà une compétence rare. La capacité à faire quelque chose de simple, longtemps. Et pourtant, même après avoir compris cela, un autre problème peut apparaître. Parce que l'intelligence donne parfois quelque chose de très dangereux. La confiance en sa capacité à avoir raison. Et cela nous amène au piège de l'ego. Chapitre 5. Quand être intelligent empêche d'écouter. Une personne intelligente a souvent été récompensée pour avoir raison. À l'école, dans les discussions, au travail, dans les conversations. Elle a appris que son intelligence lui permettait de trouver de bonnes réponses. Mais l'argent fonctionne avec une règle différente. Le monde financier ne te récompense pas parce que tu es capable d'expliquer pourquoi tu as raison. Il te récompense seulement si ta décision produit un résultat. Et parfois, tu peux avoir une excellente argumentation et une mauvaise décision. C'est difficile à accepter, surtout lorsque tu es habitué à être la personne intelligente de la pièce. Prenons Thomas encore une fois. Il avait une opinion très forte sur un secteur. Il avait étudié les chiffres, il avait lu les rapports, il avait fait ses propres projections, il était convaincu. Quelqu'un lui fit remarquer un risque. Thomas répondit « J'ai déjà étudié ça ». Puis il expliqua pendant 20 minutes pourquoi ce risque était exagéré. Quelques mois plus tard, la réalité lui donna tort. Le problème n'était pas qu'il avait mal analysé. Le problème était qu'il avait tellement confiance dans son analyse qu'il avait cessé de chercher ce qui pouvait la contredire. C'est une différence fondamentale. Une personne intelligente cherche souvent des arguments qui confirment son raisonnement. Une personne intellectuellement mature cherche les arguments qui pourraient prouver qu'elle a tort. Pourquoi ? Parce qu'elle comprend que son objectif n'est pas d'avoir raison. Son objectif est de prendre de bonnes décisions. Ce sont deux choses complètement différentes. Dans les affaires, tu dois pouvoir dire « Je me suis trompé ». Dans l'investissement, mon hypothèse était mauvaise. Dans une carrière, cette compétence n'a pas autant de valeur que je pensais. Dans un projet, les clients ne veulent pas ce que je croyais. Cette capacité à changer d'avis rapidement peut avoir énormément de valeur, mais elle demande de l'humilité. Et l'humilité n'est pas l'opposé de l'intelligence. C'est souvent ce qui permet à l'intelligence de devenir réellement utile. Pose-toi une question. Quand quelqu'un te donne un conseil, cherches-tu immédiatement pourquoi il a tort, ou cherches-tu ce qu'il pourrait avoir raison sur ? Cette différence peut changer ton évolution. Parce que personne ne voit tout. Même les personnes brillantes ont des angles morts. Et parfois, la personne qui possède l'information dont tu as besoin est précisément celle que ton ego te pousse à ignorer. C'est pourquoi les personnes qui deviennent riches apprennent souvent à s'entourer de gens qui savent quelque chose qu'elles ne savent pas. Elles ne cherchent pas à être la personne la plus intelligente de la pièce. Elles cherchent à être dans une pièce où le niveau collectif d'intelligence est supérieur au leur. C'est une autre forme de richesse. Mais il existe encore une erreur, et celle-ci touche directement à la manière dont les personnes intelligentes gagnent leur vie. Elles deviennent tellement bonnes dans leur domaine qu'elles oublient d'apprendre à vendre leur valeur. Chapitre 6.
Être excellent ne suffit pas. Voici une vérité inconfortable. Le monde ne paie pas automatiquement la personne la plus compétente. Il paie la valeur qui est identifiée, comprise et échangée. Tu peux être le meilleur développeur du monde. Si personne ne sait que tu existes, cela limite tes opportunités. Tu peux être un excellent designer, mais si tu ne sais pas présenter ton travail, tes revenus peuvent rester faibles. Tu peux être un expert, mais si tu ne sais pas expliquer ton expertise, convaincre un client ou négocier, quelqu'un de moins compétent peut gagner davantage. Cela semble injuste, mais c'est simplement la réalité du marché. La compétence crée de la valeur. La communication permet à cette valeur d'être reconnue. La vente permet à cette valeur d'être échangée. Et certaines personnes intelligentes détestent vendre. Elles considèrent la vente comme quelque chose de superficiel. Elles pensent « si mon travail est vraiment bon, les gens le verront ». Parfois, oui, mais pas toujours. Le monde est rempli de personnes extrêmement compétentes dont personne ne connaît le nom. Et il est rempli de personnes moins compétentes qui savent très bien communiquer. Le but n'est pas de devenir quelqu'un qui exagère ses capacités. Le but est d'apprendre à rendre ta valeur visible. Imagine un excellent médecin qui refuse de parler de son expertise. Un autre médecin possède moins d'expérience, mais explique parfaitement ses services. Lequel recevra davantage de demandes ? Le marché ne récompense pas toujours la meilleure compétence. Il récompense souvent la meilleure combinaison entre compétence, communication, confiance et distribution. C'est pourquoi une personne intelligente devrait apprendre plusieurs langages. Le langage de son métier, le langage de l'argent, le langage de la vente, le langage de la communication, le langage des relations. Parce qu'une compétence isolée peut te rendre excellent. Mais un ensemble de compétences complémentaires peut te rendre extrêmement précieux. Prenons un exemple. Un graphiste gagne un revenu correct. Il apprend ensuite le marketing, puis la vente, puis la stratégie. Il comprend maintenant non seulement comment créer une image, mais pourquoi elle convertit. Il peut parler à un client d'identité de marque. Il comprend les objectifs commerciaux. Sa valeur augmente. Pas nécessairement parce qu'il dessine 10 fois mieux, mais parce qu'il résout un problème plus important. Voilà une règle puissante. Ne cherche pas seulement à devenir meilleur dans ce que tu fais. Cherche à comprendre pourquoi ce que tu fais a de la valeur. Puis, apprends à connecter cette valeur à ceux qui en ont besoin. Parce qu'être utile est une chose. Être utile et savoir le démontrer en est une autre. Chapitre 7. Le piège du salaire confortable. Voici maintenant un piège particulièrement subtil. Le confort. Une personne intelligente obtient souvent de bonnes opportunités professionnelles. Elle obtient un diplôme, elle trouve un bon emploi, elle reçoit un salaire correct, puis un autre, puis une promotion. Et progressivement, elle devient dépendante de ce confort. Attention, un emploi stable n'est pas mauvais, un salaire n'est pas mauvais, une carrière n'est pas mauvaise. Le problème apparaît lorsque ton revenu augmente, mais que ta dépendance augmente encore plus vite. Imagine quelqu'un qui gagne 1 000 €, puis 2 000, puis 3 000. À chaque augmentation, il améliore son style de vie. Meilleur appartement, meilleure voiture, plus de sorties, plus d'abonnements, plus de dépenses. Puis, 5 ans plus tard, il gagne 2 fois plus. Mais il a toujours besoin de son salaire chaque mois. Il n'est pas devenu plus libre, il est devenu plus coûteux.
C'est l'une des illusions les plus dangereuses de la réussite professionnelle. Tu peux augmenter ton revenu sans augmenter ton patrimoine. Et une personne intelligente peut tomber dans ce piège parce qu'elle se dit « je peux me le permettre ». Oui, aujourd'hui. Mais la vraie question est « est-ce que cette dépense augmente ma liberté ou augmente simplement mon niveau de vie ?» Certaines dépenses peuvent évidemment améliorer ta vie. Il ne s'agit pas de vivre misérablement. Il s'agit de comprendre la différence entre confort et richesse. Le confort consomme, la richesse construit. Un nouvel objet peut te donner du plaisir. Un actif productif peut te donner des options futures. Une expérience peut être précieuse. Une compétence peut changer ta trajectoire. Le but n'est pas de ne rien dépenser. Le but est de ne pas laisser chaque augmentation de revenus disparaître automatiquement dans de nouvelles dépenses. Parce qu'il existe une période extrêmement importante dans la construction de la richesse. La période où ton revenu commence à augmenter, mais où ton mode de vie n'a pas encore augmenté au même rythme. Cette différence peut devenir du capital, et le capital peut acheter du temps. Au début, tu travailles pour l'argent, puis tu conserves une partie, tu construis, tu investis, tu développes des actifs, et progressivement, une partie de tes revenus ne dépend plus directement de tes heures. C'est là que le jeu change. La personne intelligente ne devrait donc pas seulement demander « comment gagner plus ?». Elle devrait demander « que vais-je faire de la différence entre ce que je gagne et ce que je dépense ?» Parce que cette différence est potentiellement le début de ta liberté. Chapitre 8. La peur du risque. Voici un autre paradoxe. Les personnes intelligentes comprennent les risques. Elles voient les conséquences. Elles savent qu'une entreprise peut échouer, qu'un investissement peut perdre de la valeur, qu'une carrière peut être interrompue, qu'un projet peut ne pas fonctionner. Et cette conscience peut être utile, mais elle peut aussi devenir paralysante. Parce que lorsqu'on comprend tous les scénarios négatifs possibles, il devient facile de ne rien faire. La solution n'est pas de devenir irresponsable. La solution est d'apprendre à distinguer le risque de l'inconfort. Tout inconfort n'est pas un danger. Lancer un projet peut être inconfortable. Demander une augmentation peut être inconfortable. Parler à un client peut être inconfortable. Investir une petite partie de son capital après s'être formé peut être inconfortable. Apprendre une nouvelle compétence peut être inconfortable. Mais inconfortable ne signifie pas nécessairement dangereux. Et parfois, le plus grand risque est précisément de ne jamais essayer. Imagine deux personnes. La première reste dans une situation qu'elle déteste pendant 15 ans parce qu'elle a peur de l'incertitude. La deuxième prend plusieurs petites décisions calculées. Elle apprend, elle teste, elle garde une réserve, elle diversifie ses sources de revenus, elle développe ses compétences, elle accepte certains échecs. À 50 ans, la deuxième possède peut-être une liberté que la première n'a jamais obtenue. Pas parce qu'elle a pris des risques énormes, parce qu'elle a pris des risques mesurés. C'est une différence capitale. Le courage financier n'est pas l'absence de peur, c'est la capacité à agir malgré une incertitude raisonnable, tout en protégeant ce que tu ne peux pas te permettre de perdre. Tu n'as pas besoin de miser toute ta vie sur une décision. Tu peux commencer petit, tester, observer, puis augmenter ton engagement lorsque les preuves apparaissent. C'est ainsi que les personnes intelligentes devraient utiliser leur intelligence. Pas pour éliminer toute incertitude
pour dimensionner correctement le risque. Et cela nous amène à une autre faiblesse, le besoin de sécurité absolue. Chapitre 9. La sécurité qui coûte trop cher. Certaines personnes passent leur vie à chercher une garantie. Elles veulent un métier garanti, un revenu garanti, un investissement garanti, une carrière garantie, une entreprise garantie. Mais regarde autour de toi. Existe-t-il vraiment une vie sans risque ? Un emploi peut disparaître, une entreprise peut fermer, une monnaie peut perdre du pouvoir d'achat, une compétence peut devenir obsolète, un secteur peut changer. La seule chose que tu peux vraiment contrôler est ta capacité à t'adapter. C'est pourquoi une personne intelligente devrait chercher moins la sécurité absolue et davantage la résilience. Quelle est la différence ? La sécurité dit « rien ne doit mal tourner ». La résilience dit « si quelque chose tourne mal, je peux m'adapter ». La première dépend du monde, la deuxième dépend davantage de toi. Imagine quelqu'un qui possède une seule compétence extrêmement spécialisée. Elle est très bonne, mais cette compétence disparaît progressivement du marché. Elle se retrouve vulnérable. Une autre personne possède plusieurs compétences complémentaires. Elle sait communiquer, elle sait vendre, elle sait utiliser la technologie, elle comprend son secteur, elle sait apprendre rapidement. Même si une compétence devient moins utile, elle peut se repositionner. Voilà une forme de richesse intellectuelle. Ta capacité à apprendre plus vite que les changements autour de toi. Et c'est probablement l'un des meilleurs investissements qu'une personne puisse faire. Ne cherche pas seulement à devenir intelligent, deviens adaptable. Parce que le monde change, les technologies changent, les marchés changent, les métiers changent. Les opportunités changent. Et celui qui peut apprendre rapidement possède un avantage immense. Mais apprendre rapidement ne suffit toujours pas. Il faut également savoir terminer. Parce qu'un autre piège attend les personnes brillantes. La dispersion. Chapitre 10. Trop d'idées, pas assez de résultats. Les personnes intelligentes ont souvent beaucoup d'idées. Et c'est merveilleux, jusqu'au moment où elles commencent toutes en même temps. Une idée de business, puis une autre, un projet, puis un autre, une chaîne, puis une application, puis une formation, puis un investissement, puis une nouvelle compétence. Chaque idée semble intéressante, alors elle commence. Puis quelque chose devient difficile. Une nouvelle idée apparaît, elle semble plus excitante, alors elle change et recommence. Au bout de quelques années, elles ont une collection de débuts, mais très peu de fins. Regarde Alexandre, il avait 28 ans, il était brillant, il pouvait parler pendant des heures de projet. Il avait commencé une boutique, puis une agence, puis une chaîne, puis une application, puis un service. Il n'était jamais vraiment sans idée, mais il n'avait jamais laissé suffisamment longtemps une idée pour qu'elle atteigne sa maturité. Un jour, quelqu'un lui demanda « Qu'est-ce que tu as terminé ?» Silence. Cette question lui fit mal, parce qu'elle révélait quelque chose. Son intelligence produisait des possibilités, mais sa discipline ne produisait pas assez de résultats. C'est un problème courant. L'intelligence aime la nouveauté. La richesse aime la répétition. Pour construire quelque chose de valeur, il faut souvent rester assez longtemps avec la même direction. Faire, corriger, faire encore, améliorer, mesurer, continuer. La plupart des résultats intéressants apparaissent après la période où l'excitation initiale disparaît.
C'est précisément là que beaucoup abandonnent. Ils pensent que l'idée ne fonctionne pas, alors qu'ils n'ont simplement pas encore atteint la partie intéressante. Il faut apprendre à distinguer une mauvaise idée d'une bonne idée mal exécutée. Et parfois, la meilleure stratégie consiste à choisir une seule chose et à lui donner suffisamment de temps. Pas pour toujours, mais suffisamment. 6 mois, 1 an, 2 ans, selon le projet. Le but est de permettre à l'effort composé d'exister. Parce que si tu changes de direction tous les 3 mois, tu recommences sans cesse à zéro. Une personne moins brillante mais plus constante peut finir beaucoup plus loin. Pourquoi ? Parce qu'elle laisse le temps travailler pour elle. Et le temps est un multiplicateur. Mais il devient un multiplicateur seulement lorsque tu restes suffisamment longtemps dans le jeu. Chapitre 11. L'argent que l'intelligence oublie. Parlons maintenant d'un sujet qui peut sembler évident, la gestion de l'argent. Parce que certaines personnes intelligentes sont capables de comprendre des concepts extrêmement complexes, mais n'ont jamais regardé sérieusement leurs propres chiffres. Elles ne savent pas exactement combien elles dépensent. Elles ne savent pas combien elles possèdent. Elles ne savent pas combien elles doivent. Elles ne connaissent pas leur taux d'épargne. Elles ne savent pas combien leur style de vie leur coûte réellement. C'est étrange, mais cela arrive. Pourquoi ? Parce que l'argent peut être émotionnel. Regarder ces chiffres oblige parfois à reconnaître certaines habitudes. Une personne peut être très intelligente et dépenser pour compenser le stress, ou acheter pour impressionner, ou utiliser le crédit pour maintenir une image, ou éviter de regarder ses comptes parce qu'elle a peur de ce qu'elle va découvrir. L'intelligence ne protège pas automatiquement contre les comportements émotionnels. Alors commence par quelque chose de très simple. Regarde les chiffres. Combien entres-tu ? Combien sors-tu ? Combien conserves-tu ? Combien investis-tu ? Combien dois-tu ? Combien possèdes-tu réellement ? Cette dernière question est importante, parce que le revenu impressionne, le patrimoine libère. Une personne peut gagner beaucoup et posséder très peu. Une autre peut gagner moins, mais conserver, investir et construire pendant des années. Ne juge pas la richesse uniquement par le revenu. Regarde ce qui reste. Et surtout, regarde ce qui travaille. Parce qu'1 euro dépensé n'est plus disponible. 1 euro conservé devient du capital potentiel. 1 euro investi dans un actif adapté peut potentiellement produire davantage de valeur avec le temps. L'objectif n'est pas de devenir obsédé par chaque centime. L'objectif est de savoir où va ton argent. Parce que ce que tu mesures devient plus facile à améliorer. Tu ne peux pas gérer correctement ce que tu refuses de regarder. Et cela nous amène à une vérité encore plus importante. Les personnes intelligentes cherchent parfois à gagner davantage avant d'apprendre à conserver. Mais gagner plus ne suffit pas. Il faut créer un système qui protège ce que tu gagnes. Chapitre 12. La richesse n'est pas une récompense pour l'intelligence. Maintenant, arrêtons-nous un instant. Parce que tout ce que nous venons de voir pourrait donner l'impression que l'intelligence est un problème. Ce n'est pas le cas. L'intelligence est une force. Mais une force doit être dirigée. Un moteur puissant sans volant peut devenir dangereux. Une intelligence puissante sans discipline peut produire de magnifiques explications,
sans résultat. Le problème n'est donc pas « suis-je intelligent ?» La question est « qu'est-ce que je fais de mon intelligence ?» Est-ce que tu utilises ton intelligence pour chercher des excuses sophistiquées ou pour trouver des solutions? Est-ce que tu l'utilises pour éviter le risque ou pour le mesurer correctement? Est-ce que tu l'utilises pour impressionner ou pour créer de la valeur? Est-ce que tu l'utilises pour accumuler des informations ou pour prendre de meilleures décisions? Est-ce que tu l'utilises pour avoir raison ou pour apprendre? C'est là que tout change, parce qu'il existe une différence immense entre intelligence et sagesse. L'intelligence peut répondre « comment faire ?» La sagesse demande « est-ce que je devrais le faire ?» L'intelligence peut calculer, la sagesse choisit. L'intelligence peut analyser, la sagesse sait quand arrêter d'analyser. L'intelligence peut comprendre une opportunité, la sagesse sait si elle mérite ton temps. Et surtout, l'intelligence peut produire 1000 possibilités. La sagesse sait laquelle mérite d'être poursuivie. Alors si tu es une personne intelligente, ne cherche pas seulement à devenir encore plus intelligente. Cherche à devenir plus efficace, plus disciplinée, plus courageuse, plus simple, plus adaptable, plus humble, plus orientée vers l'action. Parce que ce sont ces qualités qui transforment le potentiel en résultat. Chapitre 13. Le moment où tout change. Il existe un moment dans la vie où tu dois faire un choix. Pas nécessairement un grand choix spectaculaire. Un choix intérieur. Tu dois décider si tu veux continuer à être la personne qui comprend ou devenir la personne qui construit. Parce que les deux ne sont pas toujours la même personne. Comprendre est confortable. Construire est difficile. Comprendre ne produit pas toujours de conséquences visibles. Construire t'expose. Lorsque tu construis, quelqu'un peut te dire que ton idée est mauvaise. Ton produit peut échouer. Ton investissement peut baisser. Ton contenu peut ne pas être regardé. Ton client peut refuser. Ton entreprise peut connaître des problèmes. Mais c'est précisément cette confrontation qui te transforme. Tu découvres ce que la théorie ne pouvait pas t'enseigner. Et progressivement, tu développes quelque chose de plus précieux que l'intelligence théorique. Le jugement. Tu apprends à reconnaître les bonnes opportunités. Tu apprends à reconnaître les mauvaises. Tu apprends à mesurer. Tu apprends à négocier. Tu apprends à écouter. Tu apprends à recommencer. Et surtout, tu apprends à agir sans avoir toutes les réponses. C'est une compétence immense, parce que la vie ne te donnera presque jamais toutes les informations avant que tu doives décider. Tu dois apprendre à avancer avec une vision incomplète. Comme quelqu'un qui conduit la nuit. Les phares n'éclairent pas toute la route. Ils éclairent seulement quelques dizaines de mètres. Mais cela suffit pour avancer. Puis la route suivante apparaît. Puis la suivante. Tu n'as pas besoin de voir les 10 prochaines années. Tu dois simplement voir suffisamment loin pour faire le prochain mouvement intelligent. Alors peut-être que tu n'as pas besoin d'un nouveau livre. Peut-être que tu as besoin d'une décision. Peut-être que tu n'as pas besoin d'une nouvelle formation. Peut-être que tu dois enfin vendre quelque chose.
Peut-être que tu n'as pas besoin d'une nouvelle stratégie. Peut-être que tu dois simplement répéter celle que tu connais déjà. Peut-être que tu n'as pas besoin d'un nouveau projet. Peut-être que tu dois terminer celui que tu as commencé. Et peut-être que tu n'es pas pauvre parce que tu manques d'intelligence. Peut-être que tu es simplement riche en connaissances et pauvre en exécution. Cette phrase mérite d'être retenue. Riche en connaissances, pauvre en exécution. Parce que la différence entre les deux peut devenir énorme avec le temps. Chapitre 14. Transformer l'intelligence en richesse. Alors, comment transformer ton intelligence en véritable valeur? Commence par 5 décisions. La première. Décide de produire davantage que tu ne consommes, chaque jour. Lis, écoute, apprends, mais ensuite, produis, écris, crée, vends, construis, investis, teste. Le ratio exact dépend de ta situation, mais ton intelligence doit finir quelque part dans le monde réel. Deuxième décision. Apprends à vendre. Pas à manipuler, à communiquer, à comprendre un problème, à expliquer une solution, à montrer une valeur, à demander une rémunération juste. La vente n'est pas l'ennemi de l'intelligence. Elle est le pont entre la valeur et le marché. Troisième décision. Construis des actifs, une compétence, une entreprise, du contenu, une propriété intellectuelle, du capital investi avec prudence, des systèmes, quelque chose qui peut continuer à produire de la valeur après l'effort initial. Quatrième décision. Simplifie. Chaque fois que tu peux supprimer une étape inutile, supprime-la. Chaque fois que tu peux automatiser, automatise. Chaque fois que tu peux déléguer, délègue lorsque c'est pertinent. Chaque fois que tu peux répéter un processus efficace, documente-le. Cinquième décision. Reste longtemps. Ne change pas de direction uniquement parce que les résultats sont lents. Mesure, corrige, mais laisse suffisamment de temps à tes efforts pour produire un effet composé. Et surtout, apprends à reconnaître les moments où ton intelligence te protège et les moments où elle te retient. Chapitre 15. Le test des 24 prochaines heures. Maintenant, je veux te proposer quelque chose. Pas dans un mois, pas lorsque tu seras prêt. Dans les prochaines 24 heures. Choisis une seule chose que tu sais déjà devoir faire. Une, pas 10. Une. Tu sais peut-être que tu dois envoyer une proposition. Fais-la. Tu sais peut-être que tu dois créer ton premier produit. Commence. Tu sais peut-être que tu dois apprendre à gérer ton argent. Regarde tes chiffres. Tu sais peut-être que tu dois réduire une dépense. Fais-le. Tu sais peut-être que tu dois investir dans une compétence. Choisis laquelle. Tu sais peut-être que tu dois terminer un projet. Termine une partie. Tu sais peut-être que tu dois demander quelque chose. Demande. Le but n'est pas de changer ta vie en 24 heures. Le but est de casser un cycle. Le cycle de la réflexion sans exécution. Parce que chaque fois que tu prends une deciding et que tu l'exécutes, tu renforces une modeste identité. Tu deviens quelqu'un qui agit, puis une deuxième four, puis une troisième.
Et progressivement, tu n'as plus besoin de te convaincre. Tu es dense, cette ri, c'est copait pas la discipline en lisance. Tu la dévoupes en chapof, oh que tu avais évidi de recense à deux mains, et en le fervent ou. Chapitre 16. Le véritable avantage des gens intelligents. Et voici peut-être la conclusion la plus importante de tout ce livre. Les gens intelligents possèdent un avantage immense. Mais cet avantage n'est pas leur intelligence. C'est leur capacité potentielle à apprendre rapidement, à comprendre, à connecter des idées, à reconnaître des modèles, à résoudre des problèmes. Mais cet avantage ne devient réel que lorsqu'il est transformé en comportement. Une personne intelligente qui agit peu possède un potentiel. Une personne intelligente qui agit régulièrement possède une compétence. Une personne intelligente qui transforme ses compétences en système possède un levier. Une personne intelligente qui transforme ses leviers en actifs construit du patrimoine. Et une personne qui protège son patrimoine pendant des décennies peut construire une liberté extraordinaire. Tu vois maintenant la progression. Intelligence, puis connaissance, puis action, puis compétence, puis valeur, puis levier, puis actif, puis patrimoine, puis liberté. Le problème est que beaucoup de personnes restent bloquées entre les deux premières étapes. Elles apprennent, elles comprennent, elles analysent, mais elles ne franchissent jamais le pont vers l'action. Et sans ce pont, le potentiel reste invisible. C'est comme posséder une graine extraordinaire dans une boîte. Tu peux l'étudier, tu peux connaître sa composition, tu peux expliquer comment elle pousse, tu peux lire tous les livres sur son fonctionnement. Mais tant que tu ne la plantes pas, elle reste une graine. Ton intelligence est peut-être cette graine. Tes connaissances sont l'eau. Ton travail est la terre. Ta discipline est la lumière. Le temps est la saison. Et les résultats sont l'arbre. Mais il faut planter. Conclusion. Tu n'as pas besoin d'être plus intelligent. Reviens maintenant au début. 2 personnes, 2 intelligences, 2 trajectoires. Et une question. Pourquoi l'une construit-elle de la richesse alors que l'autre reste financièrement fragile ? La réponse n'est pas simplement l'intelligence. Elle se trouve dans ce qu'elles font de cette intelligence. L'une utilise son cerveau pour trouver une manière d'agir. L'autre l'utilise parfois pour trouver une raison supplémentaire d'attendre. L'une accepte de commencer imparfaitement. L'autre attend la perfection. L'une apprend puis applique. L'autre apprend puis apprend encore. L'une cherche la simplicité. L'autre complique. L'une accepte de ne pas avoir raison. L'autre défend son ego. L'une apprend à vendre sa valeur. L'autre espère que quelqu'un la remarquera. L'une transforme ses revenus en actifs. L'autre transforme ses revenus en dépenses. L'une prend des risques calculés. L'autre attend une certitude qui n'arrivera jamais. L'une choisit une direction et reste suffisamment longtemps. L'autre change constamment de projet. Et après 10 ou 20 ans, les différences deviennent énormes. Pas parce qu'elles étaient énormes au départ,
mais parce que les petites décisions se composent. Voilà la véritable leçon. La richesse n'est pas une récompense automatique pour l'intelligence. Et la pauvreté n'est pas une preuve de stupidité. La vie est beaucoup plus complexe que cela. Les circonstances comptent, l'environnement compte, les opportunités comptent, le pays où tu vis compte, la chance existe, les privilèges existent, les obstacles existent. Il serait naïf de prétendre que tout dépend uniquement de la volonté individuelle. Mais une fois que tu reconnais tout cela, il reste une partie que tu peux travailler. Ta manière de penser, ta manière de décider, ta manière d'agir, ta manière d'utiliser ton argent, ta capacité à apprendre, ta capacité à vendre, ta capacité à construire, ta capacité à attendre, ta capacité à recommencer. Et c'est cette partie qui mérite toute ton attention. Alors pose-toi une dernière question. Pas « suis-je assez intelligent ?» mais « est-ce que mon intelligence produit quelque chose ?» Parce que c'est là que tout commence. Si tu connais beaucoup de choses, utilise-les. Si tu as une bonne idée, teste-la. Si tu possèdes une compétence, monétise-la honnêtement. Si tu gagnes de l'argent, apprends à en conserver une partie. Si tu as du capital, apprends à le faire travailler avec prudence. Si tu as une audience, apporte-lui de la valeur. Si tu as du temps, investis-en une partie dans ton avenir. Si tu as échoué, analyse. Si tu t'es trompé, corrige. Si tu as peur, mesure le risque. Si tu ne sais pas, apprends. Mais après avoir appris, agis. Parce qu'il existe un moment où une nouvelle information ne change plus ta décision. À partir de ce moment-là, la seule chose qui manque n'est plus la connaissance. C'est le courage d'exécuter. Et peut-être que c'est précisément ce que tu avais besoin d'entendre aujourd'hui. Tu n'as peut-être pas besoin d'un autre livre. Tu n'as peut-être pas besoin d'une autre vidéo. Tu n'as peut-être pas besoin d'une nouvelle méthode secrète. Tu n'as peut-être même pas besoin de devenir plus intelligent. Tu dois peut-être simplement commencer à utiliser l'intelligence que tu possèdes déjà. Parce que la connaissance que tu n'appliques jamais ne construit rien. L'idée que tu ne testes jamais ne devient jamais une entreprise. L'argent que tu ne conserves jamais ne devient jamais du capital. La compétence que tu ne pratiques jamais ne devient jamais une expertise. Et le potentiel que tu n'exploites jamais reste simplement du potentiel. Alors demain matin, lorsque tu te réveilleras, rappelle-toi cette phrase. Je n'ai pas besoin de tout comprendre pour commencer. Tu peux apprendre en avançant. Tu peux corriger en avançant. Tu peux devenir meilleur en avançant. Tu peux changer de direction si les faits te montrent que tu dois changer. Mais avance, construis, teste, mesure, apprends, recommence. Et surtout, ne laisse jamais ton intelligence devenir une excuse sophistiquée pour rester immobile. Parce que le monde n'a pas besoin de savoir à quel point tu es intelligent. Il finira par le découvrir à travers ce que tu construis. Pas à travers ce que tu sais. Pas à travers ce que tu pourrais faire. Pas à travers les livres que tu as lus. Pas à travers les idées que tu as eues. À travers les résultats, les choses réelles, les compétences, les entreprises, les produits,
les investissements, les relations, les systèmes, les œuvres, les problèmes que tu as résolus, la valeur que tu as créée. C'est là que l'intelligence devient visible. Et peut-être qu'un jour, quelqu'un regardera ta vie et se demandera « Comment a-t-il fait ?» Il ne verra pas toutes les heures d'apprentissage, il ne verra pas les erreurs, il ne verra pas les décisions difficiles, il ne verra pas les projets abandonnés, il ne verra pas les moments où tu doutais, il ne verra pas les années où personne ne remarquait ton travail. Il verra simplement le résultat. Et il pourrait croire que tu as eu de la chance. Mais toi, tu sauras. Tu sauras que le véritable changement a commencé le jour où tu as arrêté de vouloir seulement comprendre la richesse et où tu as commencé à la construire. Alors ne cherche pas à être la personne la plus intelligente de la pièce. Cherche à être celle qui transforme le mieux ses idées en réalité. Ne cherche pas à connaître toutes les réponses. Cherche à poser de meilleures questions. Ne cherche pas à éliminer tout risque. Apprends à gérer le risque. Ne cherche pas à être parfait. Cherche à progresser. Ne cherche pas à paraître riche. Construis quelque chose qui te rende réellement plus libre. Et surtout, ne mesure pas ton intelligence au nombre de choses que tu peux expliquer. Mesure-la aussi à la qualité des décisions que tu prends lorsque personne ne te regarde. Parce qu'au bout du compte, la richesse n'est pas simplement une question de savoir, c'est une question de comportement. Et les comportements répétés deviennent des habitudes. Les habitudes répétées deviennent des résultats. Les résultats répétés deviennent une trajectoire. Et une trajectoire répétée pendant suffisamment longtemps peut transformer complètement une vie. Alors peut-être que tu n'es pas trop intelligent pour devenir riche. Peut-être que tu dois simplement apprendre à utiliser ton intelligence autrement. Moins pour analyser, plus pour décider. Moins pour chercher la perfection, plus pour expérimenter. Moins pour impressionner, plus pour créer. Moins pour avoir raison, plus pour apprendre. Moins pour consommer, plus pour construire. Moins pour chercher la sécurité absolue, plus pour développer ta capacité d'adaptation. Et surtout, moins de potentiel inutilisé, plus d'action. C'est peut-être là que se trouve la véritable différence. Parce qu'à la fin, ce ne sont pas toujours ceux qui savent le plus qui vont le plus loin. Ce sont souvent ceux qui prennent ce qu'ils savent et qui en font quelque chose. Une décision, une compétence, une entreprise, un actif, une œuvre, une solution, une vie. Alors commence. Pas parfaitement, pas avec toutes les réponses, pas lorsque tout sera réuni. Commence avec ce que tu as, là où tu es, et utilise ton intelligence comme elle était probablement destinée à être utilisée. Non pas simplement pour comprendre le monde, mais pour construire ta place dans celui-ci. Parce que savoir comment construire une richesse et construire réellement une richesse sont deux choses complètement différentes. Et désormais, tu connais la différence.